Rousseau, un nom qui résonne à travers les siècles, philosophe, écrivain, compositeur, mais surtout un provocateur, un homme qui a osé remettre en question le fondement même de la société civilisée. Il a affirmé que l'homme n'est bon, mais que c'est la société qui le corrompt, une idée radicale à son époque, et peut-être encore aujourd'hui. Imaginez la scène. Nous sommes en 1750. L'Académie de Dijon lance un concours de dissertation. La question posée, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs? La plupart des participants, imprégnés de l'esprit des Lumières, répondent par un oui retentissant. Le progrès scientifique, le développement des arts, c'est l'évidence même, cela élève l'humanité. Mais Rousseau prend la plume et rédige une réponse qui va faire l'effet d'une bombe. Sa réponse? Un non tonitruant, un non argumenté, passionné, provocateur. Un non qui va le propulser sur le devant de la scène intellectuelle et faire de lui l'un des penseurs les plus controversés de son temps. Dans son discours sur les sciences et les arts, Rousseau ne se contente pas de donner une réponse négative. Il attaque le cœur même de la croyance au progrès. Il affirme, et c'est là le point central, que les sciences et les arts, loin d'améliorer l'homme, ont contribué à sa corruption. Comment arrive-t-il à cette conclusion stupéfiante? Il commence par une analyse historique. Il examine les grandes civilisations du passé, l'Égypte, la Grèce, Rome, et il constate un schéma récurrent. Au début, ces civilisations sont simples, vertueuses, guerrières. Leurs citoyens sont courageux, dévoués à la patrie, prêts à se sacrifier pour le bien commun. Puis viennent les sciences, les arts, le luxe, la sophistication, et avec eux la décadence, la corruption des mœurs, la perte des vertus civiques. Il prend l'exemple de Sparte, cité-État austère et militaire, qu'il oppose à Athènes, brillante, cultivée, mais selon lui, déjà en déclin. Sparte, c'est la force brute, la discipline, l'abnégation. Athènes, c'est le raffinement, l'éloquence, la philosophie, mais aussi la mollesse, l'individualisme, la recherche du plaisir. Pour Rousseau, le choix est clair. La vertu est du côté de Sparte, la décadence du côté d'Athènes. Mais pourquoi les sciences et les arts seraient-ils si néfastes? Rousseau avance plusieurs arguments. D'abord, ils sont une source de vanité. Ils nourrissent l'amour-propre, ce désir artificiel de briller, d'être admiré, de se comparer aux autres. Les scientifiques, les artistes, les intellectuels, tous cherchent la reconnaissance, la gloire, plutôt que le bien commun. Ensuite, les sciences et les arts engendrent le luxe. Le luxe, c'est la recherche du superflu, du confort, du plaisir. Et le luxe, selon Rousseau, amollit les corps et les âmes. Il nous détourne de nos devoirs civiques, de la vertu, de la simplicité. Il nous rend esclaves de nos désirs. Il fait de nous des consommateurs et plus des citoyens. De plus, les sciences, par leur complexité croissante, nous éloignent de la nature et de notre propre intuition morale. La science est une forme d'orgueil. On cherche à maîtriser la nature au lieu de la respecter. Enfin, les arts, en particulier le théâtre, sont une école de vice. Ils nous présentent des passions, des amours interdites, des crimes. Ils excitent nos émotions au lieu de nous apprendre à les maîtriser. Ils sont une forme de mensonge. Ils nous font rêver et non pas d'agir vertueusement. Le discours sur les sciences et les arts n'est pas un appel à l'obscurantisme. Rousseau ne dit pas qu'il faut brûler les livres et fermer les théâtres. Il dit que le progrès matériel, le développement des connaissances ne garantissent pas le progrès moral. Pire, ils peuvent même y nuire. C'est un avertissement. Une mise en garde contre les dangers d'une civilisation qui sacrifie la vertu sur l'autel du progrès. Une invitation à repenser nos priorités. Et cette invitation, plus de 250 ans plus tard, est toujours aussi pertinente. Le cœur de l'argumentation de Rousseau dans ce discours, c'est une opposition fondamentale. L'opposition entre la vertu véritable et ce qu'il appelle le vernis social. La vertu,
Pour Rousseau, c'est pas une question de bonne manière, de politesse ou de respect des conventions. Ce n'est pas une façade. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une force intérieure, un engagement sincère envers le bien commun, une disposition à agir pour le bien de la cité, même au détriment de son propre intérêt. C'est le courage, la droiture, la franchise, la simplicité. C'est l'esprit de sacrifice. Pensez à un soldat spartiate prêt à mourir pour sa patrie. Voilà, pour Rousseau, l'incarnation de la vertu. Le vernis social, en revanche. C'est tout ce qui brille, mais qui n'est pas or. C'est la politesse hypocrite, les belles paroles qui cachent des intentions égoïstes. Le respect des conventions, non par conviction, mais par peur du jugement des autres. C'est l'art de plaire, l'art de dissimuler ses véritables sentiments, l'art de paraître plutôt que d'être. Et pour Rousseau, les sciences et les arts sont les principaux artisans de ce vernis social. Ils nous apprennent à masquer nos vices sous un voile de sophistication. Ils nous encouragent à cultiver notre apparence plutôt que notre caractère. Prenez l'éloquence, l'art de bien parler. Pour Rousseau, l'éloquence est souvent une arme au service du mensonge. Elle permet de manipuler les foules, de séduire, de faire passer des idées fausses pour des vérités. Elle est l'instrument des sophistes, de ceux qui utilisent leur talent oratoire pour défendre leurs propres intérêts plutôt que la vérité. Il faut se méfier du beau parleur. De même, les arts, en particulier le théâtre, nous présentent des modèles de comportement qui sont souvent loin d'être vertueux. Les héros de tragédie sont souvent déchirés par des passions violentes. Les personnages de comédie sont souvent ridicules ou immoraux. Et en nous identifiant à ces personnages, nous risquons, selon Rousseau, d'intérioriser leurs vices. Le théâtre, au lieu de nous élever moralement, nous corrompt, il est l'opium des âmes. Ce n'est pas seulement le contenu des œuvres d'art qui est problématique pour Rousseau. C'est aussi le processus même de création artistique. L'artiste cherche la reconnaissance, il veut plaire à son public. Il est donc tenté de flatter ses goûts, même si ses goûts sont corrompus. Il est prêt à sacrifier la vérité, la beauté, la vertu, sur l'autel du succès. La création artistique devient un acte de vanité plutôt qu'un acte de service. La critique de Rousseau est radicale. Il ne se contente pas de dénoncer quelques abus. Il remet en question les fondements mêmes de la culture de son temps. Il accuse les sciences et les arts de contribuer à une forme de décadence morale. Une décadence qui se manifeste par la perte des vertus civiques, par le triomphe de l'individualisme, par le règne de l'apparence, par la substitution du vernis social à la vertu véritable. Et cette critique, encore une fois, a une résonance particulière aujourd'hui. À l'heure des réseaux sociaux où l'image de soi est devenue une obsession, où la communication est souvent réduite à une forme de performance, où la recherche de la popularité peut l'emporter sur la sincérité. Les avertissements de Rousseau n'ont jamais été aussi pertinents. Ils nous invitent à nous interroger sur la nature de notre propre vernis social et sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour plaire aux autres. Il serait facile et réducteur de considérer le discours sur les sciences et les arts comme une simple condamnation, un rejet en bloc du progrès. Rousseau n'est pas un primitiviste naïf. Il ne prône pas un retour à l'âge de pierre. Sa pensée est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe. Tout d'abord, il est important de comprendre que Rousseau ne nie pas les avantages des sciences et des arts. Il reconnaît qu'ils peuvent être utiles, qu'ils peuvent contribuer au bien-être matériel, qu'ils peuvent enrichir notre compréhension du monde. Ce qu'il conteste, c'est l'idée que ces avantages compensent les inconvénients moraux. C'est l'idée que le progrès matériel entraîne automatiquement le progrès moral. C'est l'idée que la civilisation est toujours préférable à l'état de nature, même si, rappelons-le,
cet état de nature est un concept philosophique et non une réalité historique. Ensuite, Rousseau ne rejette pas toutes les formes d'art ou de science. Il distingue, implicitement, entre ce qu'on pourrait appeler les sciences et les arts utiles, et ceux qui sont purement au service du luxe et de la vanité. Les sciences qui contribuent à la défense de la patrie, par exemple, peuvent être valorisées. Les arts qui expriment des sentiments nobles, qui célèbrent la vertu, qui renforcent l'esprit civique, peuvent trouver grâce à ses yeux. Ce qui pose problème pour Rousseau, c'est l'usage corrompu des sciences et des arts. C'est leur instrumentalisation par les puissants, c'est leur détournement au service de l'intérêt personnel, c'est leur contribution à l'inégalité et à l'oppression. Il faut également souligner que Rousseau ne s'attaque pas seulement aux sciences et aux arts en eux-mêmes. Il s'attaque à la mentalité qui les accompagne, à l'esprit de compétition, à la recherche effrénée de la distinction, au culte de la performance, à la valorisation excessive de l'intelligence et du talent, au détriment de la vertu et du caractère. C'est cette mentalité, cette culture de la sophistication et de l'artifice qui est la véritable cible de Rousseau. Une culture qui, selon lui, nous éloigne de notre nature profonde, qui nous rend esclaves de nos désirs, qui nous fait perdre de vue l'essentiel, le bien commun, la justice, la liberté. Les implications de la pensée de Rousseau sont considérables. Elles nous obligent à repenser notre rapport au progrès, à remettre en question nos valeurs, à nous interroger sur le sens de la civilisation. Est-ce que le progrès technique est toujours un bien ? Est-ce que la croissance économique est toujours souhaitable ? Est-ce que la sophistication culturelle est toujours un signe de progrès moral ? Rousseau nous met en garde contre les illusions du progrès. Il nous invite à une forme de vigilance critique. Il nous rappelle que le développement matériel n'est pas une fin en soi, qu'il doit être subordonné à des valeurs plus élevées, que la véritable richesse d'une société ne se mesure pas à son PIB, mais à la vertu de ses citoyens. Et cette leçon, dans un monde obsédé par la croissance, la performance et la technologie, est plus que jamais d'actualité. Elle est un appel, presque prophétique, à une forme de sobriété, de simplicité, de recentrage sur l'essentiel. Si le discours sur les sciences et les arts a fait scandale au XVIIIe siècle, il est fascinant de constater à quel point ces thèmes résonnent encore aujourd'hui. Bien sûr, le contexte a changé. Nous ne sommes plus dans la société de cour de l'Ancien Régime, mais les questions fondamentales que Rousseau soulève restent étonnamment pertinentes. Prenons, par exemple, la question de l'inégalité. Rousseau voyait dans la propriété privée et dans la recherche du luxe les principales sources d'inégalité. Aujourd'hui, les inégalités économiques atteignent des niveaux vertigineux, la concentration des richesses entre les mains d'une minorité, la précarisation croissante d'une partie de la population. Tout cela semble donner raison à Rousseau. La course à la consommation, encouragée par la publicité et la culture de masse, ne fait qu'aggraver ce phénomène. Nous sommes, plus que jamais, dans une société où le paraître, le statut social, la possession de biens matériels déterminent la valeur d'un individu. Un autre écho frappant, c'est la critique du vernis social. Rousseau dénonçait l'hypocrisie, la dissimulation, l'artifice, qui caractérisaient la société de son temps. Aujourd'hui, avec l'omniprésence des réseaux sociaux, cette critique prend une dimension nouvelle. Nous vivons à l'ère de l'image, de la mise en scène de soi, de la construction d'une identité virtuelle. Sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, chacun cherche à se présenter sous son meilleur jour, à projeter une image de bonheur, de succès, de perfection. Mais derrière cette façade, que se cache-t-il ?
souvent de la solitude, de l'anxiété, de l'insatisfaction. Le vernis social n'a jamais été aussi épais, et la distance entre l'apparence et la réalité jamais aussi grande. La dictature de l'image est une forme de corruption. La critique de l'éloquence, elle aussi, trouve un écho dans notre époque. Rousseau se méfiait des beaux parleurs, des manipulateurs, des sophistes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la prolifération des fake news, des discours de haine, des théories du complot, la communication politique souvent réduite à des slogans et des petites phrases, est un terrain fertile pour la démagogie, l'art de persuader, de manipuler l'opinion publique, est devenu une arme redoutable. Il est l'arme favorite des populistes. Et que dire de la critique de la culture du spectacle? Rousseau dénonçait le théâtre, qui selon lui excitait les passions et détournait les citoyens de la vertu. Aujourd'hui, nous sommes submergés par les divertissements. La télévision, le cinéma, les jeux vidéo, les réseaux sociaux nous offrent une stimulation constante, une fuite permanente hors du réel. Cette surabondance d'informations et de distractions ne risque-t-elle pas de nous rendre passifs, de nous déconnecter de nos responsabilités civiques, de nous faire oublier l'essentiel? Rousseau, bien sûr, n'avait pas de solution toute faite à ces problèmes. Il était avant tout un penseur critique, un provocateur, un lanceur d'alerte, mais sa pensée nous offre des outils précieux pour analyser le monde qui nous entoure, pour prendre du recul, pour remettre en question nos évidences, pour résister aux sirènes de la modernité, et pour chercher peut-être à construire une société plus juste, plus authentique, plus humaine. Une société où la vertu l'emporterait enfin sur le vernis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.